Gérald Darmanin, vous êtes, en tant que ministre de l'Intérieur, le ministre en charge des violences faites aux femmes. Est-ce que ça ne vous interroge pas d'être vous-même accusé de viol? Est-ce que ça ne vous pose pas un problème? Vous imaginez, comme disait le président Sarkozy, de l'indignité de votre question? D'un côté, Gérald Darmanin a des relations sexuelles avec des femmes. De l'autre, il intervient politiquement pour les aider à obtenir des services. Une demande de logement pour l'une, le réexamen de son dossier judiciaire pour l'autre. Et elle, elle est proche du parti, elle vient demander de l'aide juridique pour une condamnation et il lui aurait demandé des faveurs sexuelles en échange. Lui, il a soutenu lors des interrogatoires qu'en réalité, c'était à l'initiative de cette femme qu'ils avaient eu une relation sexuelle. Sophie Patterson-Spatz n'a pas été suffisamment prise au sérieux. C'est en tout cas ce qu'affirme son avocate dans un communiqué. Entre préjugés sexistes et culture du viol, l'enquête ouverte contre Gérald Darmanin aurait été menée totalement en faveur d'un ministre toujours en exercice. Les faits ont plus de 10 ans. Bon, qui était-il à cette époque? Qui était aujourd'hui? Les choses ont complètement été bouleversées, changées dans la vie de chacun. Elle, c'est une ancienne call girl qui a déjà été condamnée. Trouvons, si vous le voulez bien, le combat politique, le vrai au-dessus de la ceinture. Donc l'Élysée avait connaissance, comme dans l'affaire Abad. Une demi-heure, l'Élysée m'a posé des questions auxquelles j'ai répondu. Puis à la fin, on m'a demandé ce que je voulais. Vous le dégagez, voilà ce que je veux. Vous le dégagez, monsieur Darmanin. Cette soirée, c'est un cauchemar. Ouais, c'est un cauchemar. C'est... comment vous dire? Je pense que personne ne peut imaginer. Personne ne peut imaginer à quel point ça a été un cauchemar, cette soirée. C'est terrible d'être en otage, en fait. D'être là, d'être dans le chantage, quoi. Vous êtes là, comme une petite souris, quoi. Puis vous avez le gros chat, là, à côté, là, qui vous regarde avec les moustaches, là, il dit que vous allez être dévoré, quoi. Quand vous êtes... vous vivez des traversées, non seulement... ça nous arrive tous à un moment de notre vie, traverser des injustices ou une injustice, et que vous avez quelqu'un en face qui tire profit de cette situation. Et je rappelle cette deuxième jeune femme de Tourcoing. C'est pour ça que je souhaite, comme je vous l'ai dit, rendre public tous les éléments, avec également toutes les auditions de M. Darmanin, tout, qui va changer 4 fois de version. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas dire des choses où je n'ai pas de preuves, bien sûr. Mais moi, je sais que je n'étais pas dans mon état normal. Voilà. J'ai toute la soirée, on sort du club, j'ai quasiment rien. Rien. Et en fait, au club échangiste, jamais je me suis imaginé une seconde me retrouver dans un club échangiste. Voilà. Je n'avais pas en plus la tenue, ce qui était une très bonne chose. Et en fait, le portier il a dit, bon, exceptionnellement, puisque tu es un habitué. Quand je suis rentrée au club, j'ai essayé de l'éviter au maximum. Voilà. D'ailleurs, il le dit honnêtement. Il a été honnête sur ce passage-là. Au club échangiste, puisque je faisais de les rouler, en fait,
On lui demande comment je suis. Il dit, elle est normale, elle boit des verres et elle fume des cigarettes. Merci, Monsieur Darmanin, d'avoir été honnête sur ce passage. Donc, au club, j'essayais de l'éviter au maximum. Et quand on sort du club, là, j'ai quasiment plus rien, quoi. Quasiment plus rien. Je suis en mode robot, voilà. Je suis consciente. Je vais prendre une image parce que je sais pas comment le matérialiser autrement. Donc, en fait, c'est comme si j'étais dans le film Ghost. Vous voyez, comme si j'étais sortie de... Comme s'il y avait... si j'étais une ombre, quoi. C'est très étrange. Très étrange. Donc, en fait, j'ai envoyé, pour gagner du temps, j'ai envoyé chercher Monsieur Darmanin des produits et j'étais sur le bord du lit. Sur le bord du lit. Et j'arrivais pas à bouger. Je n'arrivais pas à bouger. Comme si j'avais une chape de plomb, comme si j'avais un 3 tonnes sur moi, quoi. Je n'ai aucune certitude, mais elle buvait des verres, elle fumait des cigarettes. Pose question. Pose question. Voilà. C'est très étrange. Il n'y avait pas l'affaire Bigorne qui était sortie, ni l'affaire Abad, où on parle de substances. Donc je n'ai aucune certitude. Mais moi, je sais une chose, c'est que je n'étais pas dans mon état. Je ne sais même pas comment je suis rentrée chez moi, quoi. J'ai en fait des bribes de choses. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Il me prend la main et c'est comme si j'étais... Enfin, je sais pas comment le dire, quoi. C'est pour ça que je prends l'image de ce film Ghost, en fait. Et je le revois parler avec la personne de l'hôtel, rigoler. Et il y a des phrases qui sont là, qui sont inscrites. C'est qu'à un moment, il va dire « on fait comme d'habitude » et il va payer avec le chéquier. Vous voyez ? On fait comme d'habitude, je passerai demain. Il n'y a pas eu d'échange. Monsieur Darmanin dit qu'il n'y a pas eu d'échange. Donc alors, s'il n'y a pas eu d'échange, moi, je sais que je n'ai fait aucun échange. Donc, je suis tombée sous le charme irrésistible de Monsieur Darmanin. C'est intéressant. J'ai appelé à l'UMP. J'ai eu rendez-vous avec une femme, préalablement, qui va finalement me donner rendez-vous. Et puis, il va s'absenter assez vite et il va me dire vous êtes entre de bonnes mains, je vous présente Monsieur Darmanin. Et bon, j'ai rendez-vous. Effectivement, j'ai été extrêmement surprise. Car l'entretien, au bout de peut-être, sans certitude, mais bon, je qualifierais à peu près en temps de 10 minutes. Donc j'ai dû raconter mon histoire, etc. Et puis face à un homme, attention, je précise bien que je n'ai rien contre les hommes, mais c'était plus difficile pour moi d'exprimer certaines choses. Mais l'essentiel, c'était que mon dossier soit réexaminé parallèlement à mes avocats. Donc, j'ai senti une honnêteté, une sincérité chez Monsieur Darmanin. J'ai eu totalement confiance. Et je le redis au jour d'aujourd'hui, et c'est dans les documents. Être devant une élue ou un élu ne change rien. C'est un gage de confiance. Vous êtes en sécurité. C'est comme ça que je vois les choses. Et c'est totalement logique. Vous ne pouvez pas imaginer que quand vous subissez une injustice grave,
ou que vous demandez de l'aide, et je dis bien de l'aide, pas un échange, ce mot-là, je ne peux pas l'entendre. Il n'y a pas eu d'échange. Donc, Monsieur Darmanin était totalement crédible. Totalement crédible. Rien, pas un regard, pas un geste déplacé, rien. Parce que s'il y avait eu cette attitude-là, même si j'étais dans une très grave dépression, et je dis bien très grave dépression, je suis restée 4 ans enfermée chez moi. 4 ans enfermée chez moi, à tout réapprendre. Apprendre à boire un café. Je ne savais même plus marcher. Ils m'ont mis 2 rapports d'expertise, je dis ça. Il n'y a pas eu d'échange. Jamais. Voilà. Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Quand j'ai vu M. Darmanin, je me suis dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est non, quoi. Et ça m'a remis dans tout, quoi. Donc pour moi, c'était pas possible qu'il représente nos institutions. Non. Donc j'ai appelé l'Élysée et on m'a dit, je suis tombée sur quelqu'un de bien, d'humain. Et jamais que je pensais qu'on allait me rappeler. Et ben on m'a rappelé. Et il y a l'appel de l'Élysée, une demi-heure. Je leur ai donné congé. Donc on m'a posé des questions. J'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été posées. Donc ils ont eu le temps de se préparer. Que je m'en prenne plein la poire. Voilà. Et puis le mot est faible même. Hein. Donc l'Élysée avait connaissance, comme dans l'affaire Abad. Une demi-heure, l'Élysée m'a posé des questions auxquelles j'ai répondu. Puis à la fin, on m'a demandé ce que je voulais. Ce que je voulais, voilà, comme je suis spontanée et cash et que j'étais, comment vous dire, j'étais dans un état, je sais que j'allais tout casser chez moi. Et là, j'ai dit la phrase que j'ai dit à la présidence de la République, vous le dégagez, voilà ce que je veux. Vous le dégagez, Monsieur Darmanin. J'ai pris une décision ces jours-ci de rendre l'intégralité du dossier public, que les gens constatent et voient par eux-mêmes qu'il n'y a pas eu d'instruction. Nous avons eu 2 classements sans suite et nous avons eu 2 non-lieux. C'est le 2e non-lieu. Donc c'est important d'être précis parce que le premier non-lieu qui a été rendu, il n'y a pas eu d'enquête ni d'instruction. Et le dernier non-lieu, il y a eu une mascarade, et je le dis, une mascarade d'instruction. Tous les actes ont été rejetés, dont l'ex-femme de M. Darmanin a pris la peine d'écrire à Madame Huguet, Madame la juge, Mylène Huguet, et elle ne sera pas reçue. La seule chose, il faut le savoir, qui a été acceptée dans cette instruction, qui n'en est pas une, c'est de comparer le dossier de cette jeune femme de Tourcoing, que je remercierai toute ma vie, parce que je pense très souvent à cette jeune femme, qui n'a pas de moyens financiers, qui est dans une précarité absolue, et qui a eu le courage d'y aller. Et ça a changé beaucoup de choses. Et les similitudes, nombreuses similitudes sont là. C'est une pratique de prédateur. Oui, je le dis, Gérald Darmanin est un violeur. C'est, entre autres, un des éléments qui est apporté au dossier. Quand je lui écris user de sa position, quand on est dans la peine, c'était un sale con, il va me répondre, je suis sans doute un sale con, comment me faire pardonner ? C'est quelqu'un qui va changer 4 fois de version. Donc, je rends public l'intégralité du dossier.
Parce qu'en fait, on est dans une opacité totale. On est déjà dans une omerta, mais on est dans une opacité. Et j'aurais souhaité que les gens se rendent compte que la confrontation, c'est un scandale. C'était Apolline de la Malherbe, puissance 1000. Non mais vous vexez pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer, il va bien se passer. Non, mais il y a Gérald 30% Darmanin, de attendez, baisse. pause. Oh, je vous demande pardon. Comment Ça vous va bien parlez se passer madame, vous allez voir. Monsieur Darmanin est arrivé en disant dans une demi-heure, on est barré. Aucun respect pour la juge d'instruction, c'est son choix. Aucun respect pour la greffière. Aucun respect pour mes avocates. Et il a osé dire à la juge, elle était jolie et attirante comme vous, madame la juge. Pas un sourcillement de la juge. Pas un sourcillement de la juge. Et il va tourner ses dépositions avec une décontraction qu'on lui connaît d'ailleurs, hein, et puis sa très grande vulgarité. Et là, mes avocates vont dire à la juge, mais madame la juge, vous lui posez des questions, monsieur Darmanin tourne les feuilles, tourne les pages. Il tourne les pages de son audition à la police judiciaire, donc il n'est pas capable d'être spontané et de répondre aux questions. Alors dans ce non-lieu, il y a des choses aussi favorables, hein. Puisque, comme je le disais, il est inscrit que M. Darmanin a utilisé son pouvoir. D'ailleurs, c'est exactement la même façon de faire et les pratiques de M. Darmanin. Je rappelle cette deuxième jeune femme de Tourcoing qui vit dans la précarité. Donc quand vous demandez un HLM, c'est pas un échange. Quand vous demandez, alors que vous avez des avocats et vous vous battez pendant 15 ans de votre vie, parce que je voulais démontrer mon innocence, qui est prouvable. D'ailleurs, j'invite beaucoup de médias à aller chercher le dossier. Voilà. Et je fais au passage, je dirais un clin d'œil au journal Le Monde qui a osé écrire que j'ai eu plusieurs condamnations, ce qui est totalement faux. Quand moi, je vois qu'il est écrit qu'on fait ça pour déstabiliser un homme politique, que ce soit dans l'affaire Abad ou M. Darmanin, mais vous arrivez avec un dossier étayé, avec des preuves, vous passez des expertises, vous arrivez vraiment avec des éléments. Vous voyez, je vais vous faire une confidence et je l'assume et j'assumerai toujours et je ne serai jamais conditionnée, j'assume mes propos. Il faut savoir que M. Darmanin, dans la deuxième affaire, la police scientifique n'a toujours pas analysé les traces de son sperme. Ce qui est un scandale. M. Darmanin n'a honte de rien. Merci aux gens qui le relèvent sur Twitter quand même. Parce que c'est la réalité. Oui, les seuls éléments, le seul élément qui a été accepté, c'est la comparaison des deux dossiers. Et M. Darmanin, pour s'excuser de ses actes, pour cette jeune femme de Tourcoing et moi-même, va dire que son père est mort, alors que son père est en vie. Il nous dit, dans la procédure, et devant, en confrontation, avec la juge Milan Huguet, lui pose la question, puisqu'ils ont comparé les deux dossiers. Elle lui dit, Monsieur Darmanin, avez-vous dit que votre père est mort? Une fois, deux fois, non. Monsieur Darmanin est formel, il dit non. Troisième fois, peut-être. Quatrième fois sera la bonne pour Monsieur Darmanin, puisqu'il nous dira clairement, et la comparaison des deux dossiers vont le démontrer, Monsieur Darmanin nous a osé dire que son père était mort, alors que son père était en vie, en fait, pour s'excuser de ses actes. Il n'y a pas de mots. D'ailleurs, je dois mettre au crédit de Madame la juge Huguet, qui a dit « Mais monsieur, vous avez dit que votre père était mort ?» Mais elle était sidérée. Sidérée. Je pense qu'il y a des gens qui connaissent ce personnage. J'aimerais que les choses soient inversées. Mais ça ne dépend pas de moi. C'est collectivement que les choses avancent dans la vie. Il faut dorénavant que ce soit
là où le mis en cause, qu'il soit expertisé d'abord. Parce que peut-être qu'on gagnerait du temps aussi. Voilà. Parce que nous, on nous demande souvent, les femmes, il y a certains hommes, hein, bien sûr, de faire des rapports d'expertise psychiatrique, psychologique. Alors, il faut savoir comment ça se passe. Hein. Vous êtes décortiqué comme une crevette. Hein. Donc, on vous demande les positions, combien de fois par semaine vous faites un câlin, enfin, toutes sortes de questions juste pour vous faire encore plus souffrir en définitive, parce que ça n'apporte rien au dossier. Voilà. Donc, en sachant que vous passez minimum 2 rapports d'expertise. Donc, il y a bien un expert à un moment qui va dire « Oui, mais bon, attendez, moi, je suis plus partagé, je suis plus mitigé. » Ah oui ? Moi, je vous sors les rapports d'expertise, je vous sors tous les documents, et tout ce que je dis est la réalité. Lors de l'instruction, qui n'en est pas une, menée par Madame la juge Huguet, en sachant que nous avions 2 magistrats, et que, par enchantement, un a disparu en vol. C'est extraordinaire. Donc nous nous sommes retrouvés avec Madame la juge et tous les actes d'instruction ont été systématiquement refusés. Donc nous avons été à plusieurs reprises en cassation. Voilà, il faut aussi ça le savoir, que c'est des procédures extrêmement longues, que à peu près, et je remercie l'un des plus grands magistrats de France, de tête, je crois que c'est Monsieur Monduel, président de la Chambre de cassation. Il y a à peu près 5 ou 6 infractions qui sont relevées, et il est inscrit excès de pouvoir. C'est pour ça que le dossier, nous avons réussi, grâce à l'honnêteté de ce magistrat, à ce que l'affaire soit réexaminée, ce qui est une très bonne chose. Nous allons avoir un chemin d'embûche hallucinant. C'est juste du bon sens. Hein. On est passé du non-consentement, ne suffit pas à caractériser le viol, sans, dans un premier non-lieu, sans avoir rencontré la juge. En plus, un non-lieu à informer. J'invite chaque personne à regarder cette vidéo d'Europe 1 où Maître Ribon a fait une remarquable intervention. En droit, est-ce que le défaut de consentement suffit à caractériser un viol ? À partir du moment où la relation sexuelle, les rapports sexuels ont été reconnus, si le défaut de consentement est établi, je ne vois pas du tout comment on peut ne pas aller à la qualification de viol. On explique qu'il faut que le mis en cause ait conscience d'imposer un acte sexuel, soit par la violence, soit par la menace, soit par la contrainte, soit par la surprise. Non, mais là, on fait faire un saut de 25 ans en arrière, quoi, à la jurisprudence et aux avancées qui ont été établies. C'est acté. Le non-consentement ne suffit pas à caractériser le viol. Merci d'avoir précisé, de se donner la peine d'avoir bien précisé que je n'étais pas consentante. Donc on va peut-être un moment aussi réfléchir à appliquer la Convention d'Istanbul, quoi, le traité que nous avons signé. C'est simple. Si tu n'es pas consentant ou consentante, il y a viol. Donc après, c'est à l'interprétation aussi de la personne que vous avez en face de vous. Parce que, bien sûr, un viol avec violence... c'est plus ça que les gens matérialisent. Et même moi, c'est comme ça que je voyais les choses avant. Et en fait, non. Il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que ça, quoi. Parce que les viols où vous êtes dans un état de détresse absolue, c'est réel. C'est réel. Donc moi, je pose la question et je vais faire un parallèle. J'espère qu'il sera compris. Voilà, je vais prendre de... Ça me parle, voilà. On va dire que je suis SDF et qu'il y a une place d'hébergement, vous êtes en période de grand froid. Et là, la personne du centre vous regarde et vous dit il va falloir m'aider vous aussi. Hein. Il y a d'autres personnes aussi qui attendent, quoi. Donc vous devez vous allonger, donc vous faites quoi ? Donc moi, je pose la question aux gens, est-ce que c'est un échange ?
Voilà. Donc chacun sera en mesure de répondre à cette question. Non, c'est gravissime. Et c'est pour cette raison que j'ai été abattre. Parce que ce n'est pas uniquement M. Darmanin. La question est beaucoup plus vaste et large que ça. Oui, c'est l'affaire Abad, sans me prononcer sur le dossier, bien sûr, puisque je ne le connais pas. Mais si un politique tombe, il tombe un. C'est un jeu de quilles qui va se passer. Donc je suis ravie du mytho politique que j'ai imaginé. Et surtout, je pense qu'il faut s'indigner d'une ovation à l'Assemblée nationale. Gérald Darmanin applaudit, vous l'entendez, applaudit debout même par de nombreux députés de la majorité. C'était après l'adoption d'un texte sur le droit à l'erreur. Un soutien ostensible 3 jours après l'ouverture d'une enquête préliminaire pour viol. Parce qu'on doit se sentir tous et toutes concernés par ce qui se passe. Innovation à l'Assemblée nationale, il n'y a plus de présomption d'innocence. Tiens, c'est intéressant. Dans l'affaire Abad, c'est à géométrie variable. Il y a une présomption d'innocence pour M. Darmanin. Je suis pour les présumées victimes de tout cœur avec elle dans l'affaire Abad. Et là, M. Abad, on ne remet absolument pas en cause. Là, il n'y a plus de présomption d'innocence, c'est ça que je voulais dire. Et puis, je m'interroge si, avec Macron, ils se sont parlé avec Abad d'homme à homme, par exemple. Parce que M. Macron interfère dans des dossiers. Comment peut-il oser dire clairement qu'il s'est adressé avec M. Darmanin d'homme à homme? Mais dans le cas de M. Darmanin, vous n'avez pas hésité une seconde avant de le nommer à ce poste. Mais j'ai eu une discussion avec lui, parce que c'est un responsable politique qui est intelligent, engagé, qui a été aussi blessé par ces attaques. Donc il y a aussi une relation de confiance, d'homme à homme, si je puis dire. Le président de la République, un ministre nommé sur la réalité de ces faits et leur suite. Monsieur le Président. Je sais que lui-même, d'ailleurs, est sensible à cela pour pouvoir exercer dignement ses fonctions. Mais c'est rentré dans une enquête en cours, dans une instruction. Et ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable d'un chef de l'État. Surtout qui en avait connaissance, comme dans l'affaire Abad. Nous allons continuer à démontrer avec les éléments que nous avons. Nous allons utiliser toutes les voies de recours. S'il faut aller en CEDH, nous irons en CEDH. Il est inscrit dans le document de non-lieu que M. Gérald Darmanin a usé de sa position. Nous avons un dossier extrêmement conséquent, avec des preuves matérielles, et nous irons jusqu'au bout. C'est pas de l'acharnement. C'est pas de l'acharnement, c'est juste de la justice que je demande. Je remets en cause, et je l'assume, la responsabilité de beaucoup de chaînes de médias qui vont écrire, aussi bien pour cette jeune femme de Tourcoing que moi-même, qu'il y a eu un échange. Donc je comprends totalement que les choses écrites de cette manière qui sont fausses, les gens s'indignent et se disent « Oh attendez, elles ont échangé un logement. » Non, pas du tout. Il n'y a pas d'échange. Il y a des pratiques de M. Darmanin qui sont purement inacceptables et c'est marqué dans le non-lieu qu'il a usé de son pouvoir. Moi, je demande une instruction publique. Ça serait très bien. Je pense que ça serait avancé. Ça serait une avancée majeure. Parce que ça a été très passé sous silence aussi. En 2009, j'avais dénoncé les faits. Et aucun élu n'a bougé. Aucun. Alors, j'ai dénoncé les faits au parti politique, à l'époque, l'UMP. Donc,
Il est important pour moi de ne rien cacher et de tout dire. La seule chose que je peux me reprocher, et je le dis, j'en ai même honte, c'est que je me suis dit, moi, personne m'a sauvée. Alors je sauverai personne. Et j'ai mis du temps avant d'écrire. J'ai mis 6 mois, quoi. Et au bout de 6 mois, ma nature est revenue et j'ai fait, non, Sophie, tu dois laisser quelque chose. Et c'est acté. J'avais dénoncé les faits. Il n'était pas ministre. Donc j'ai eu la réponse de Jean-François Copé et de son assistante, Madame Bancel, qui m'écrit noir sur blanc. Et je l'ai posté sur mon Twitter qui s'appelle Cocotte. Les gens peuvent aller le voir. C'est d'ailleurs un clin d'œil au ministre de l'Intérieur. Et je publie ce document où on me dit en gros qu'on ne peut rien faire pour moi, que je n'ai qu'à saisir la justice. Alors je rappelle quand même dans ce pays qu'il y a des lois et que des élus qui font les lois, votent des lois, doivent appliquer l'article 40 et auraient dû en référer au procureur de la République. Donc c'est un scandale. Et cet élément important dans l'affaire Abad, c'est... j'ai entendu dans les médias qu'une des jeunes femmes avait écrit à ce même parti politique en 2010. Aucune réaction. Donc moi, aujourd'hui, se pose la question et je m'interroge. Et je demande que le procureur de la République mène une enquête à l'intérieur du parti afin d'éventuellement préserver et sauver, je dirais, une autre victime, une potentielle victime. Voilà, un parti politique qui n'a pas dénoncé les faits. C'est pas un parti politique, c'est surtout des élus qui n'ont pas dénoncé les faits. Et pour être totalement précise et exacte, je ne révélerai pas son nom. Je pense souvent à cette personne. C'est le seul homme, et je dis bien le seul homme politique qui a parlé. Et je pense qu'il l'a payé très cher. Regardez Darmanin, vous avez une interview sur France Info avec Apathy qui est absolument extraordinaire, mais c'est un monument à regarder ce truc. C'est du Cahuzac puissance 10. Le type sait très bien ce qu'il a fait, il sait très bien ce qui va arriver. Juste celui-là, je vais vous le montrer 2 secondes parce que quand même il est tellement drôle. Ah, mais c'est génial. Il sait très bien ce qu'il a fait. Vous penserez à moi dans les semaines qui viennent, mais lui, je lui promets pas un grand destin. Parce que ça va faire très mal et ça va devenir l'incarnation de ce qu'a été Cahuzac. Et il y a une deuxième affaire qui vient de sortir, dans laquelle à nouveau il a abusé de faiblesse. Et ça n'est que le début. Et donc il va tomber. Si les gens m'écoutent et m'entendent, il l'a dit, il a tout dit. Il a dit, c'est Cahuzac puissance 10, il sait très bien Darmanin ce qu'il a fait. Il le sait. Il l'a dit. Il a tout dit. Et je demande à toutes ces femmes et à ces hommes qui m'entendent, potentielles victimes, de venir. Il faut que vous veniez. Voilà, je suis personne pour vous dire ça, mais ça sera un cadeau, quoi. Un cadeau pour moi, mais pas que pour moi. Cette dénonciation calomnieuse que M. Darmanin met en avant constamment, il faut que tout le monde sache que M. Darmanin a retiré très rapidement sa dénonciation calomnieuse en catimini. C'est juste de la com. Ça, c'est des méthodes d'intimidation, je dirais malheureusement banales. Juste être cohérent 2 minutes. Vous accusez un homme de viol par 2 femmes, déjà, qui ne se connaissent pas, et vous retirez par enchantement votre dénonciation calomnieuse. En quel honneur? Parce que moi, je suis un homme. On m'accuse de viol, et c'est faux. Je lui fais la misère à la fille. Je la lâche pas. Ce qui est normal. Vous avez votre réputation, votre famille, puis c'est douloureux à vivre. Non, on ne retire pas sa dénonciation calomnieuse. Monsieur Darmanin ne peut pas me poursuivre en dénonciation calomnieuse comme il le prétend à nouveau, puisque non seulement, dans un premier temps, il a retiré sa plainte en catimini,
Mais la juge, les rapports d'expertise confirment à ma sincérité concernant les faits. Il n'y a ni d'affabulation, c'est bien marqué sur le dossier. Même le parquet qui n'est pas indépendant, comme beaucoup de gens le savent, la Cour européenne dit que le parquet n'est pas indépendant, ce qui est une réalité. Conclut à ma sincérité. Et oui, c'est pas sur ma simple parole, il y a des éléments derrière, des éléments clairs qui ne prêtent à aucune autre interprétation autre que ce que j'énonce depuis le début de cette affaire. Oui, M. Darmanin est un violeur. Et je le maintiens, et je le maintiendrai toujours. Donc, M. Macron vous envoie le dossier, puisque je demande à M. Macron de prendre la parole publiquement et d'arrêter de se cacher derrière la présomption d'innocence. Comme vous avez donné la parole depuis un très long moment à M. Darmanin, sans respecter la présomption d'innocence me concernant. Donc, je vous demande de publiquement prendre la parole. Mais là, c'est moi qui vous demande. Parce que vous êtes exprimé sur un dossier en cours, Monsieur le Président. Donc, prenez la parole et tranchez. Parce que vous la connaissez, la vérité. Vous la connaissez, la vérité. Et vous êtes en train de porter préjudice à des millions de gens. Parce que là, en fait, on a régressé, quoi. On a régressé de 50 ans, quoi, en fait. Là, au jour d'aujourd'hui, une femme ou un homme qui va porter plainte, c'est juste la misère, quoi. Voilà, c'est la misère. Même quand les preuves sont là. Comme on fiche des gens qui ont des antécédents en matière, justement, de rapport aux enfants, ou des antécédents... L'accusation de viol et d'agression sexuelle, par exemple. Exactement. Et donc là, les gens qui ont des antécédents en termes de violence intrafamiliale ou à l'égard de conjointes qu'ils ont pu avoir ou même dans leur plus jeune âge, ils seront fichés. Et donc, quand il y a une plainte sur quelqu'un comme ça, on va beaucoup plus vite sur la réaction. On va prendre un exemple. Est-ce que quelqu'un comme Gérald Darmanin, qui est déjà accusé de viol, pourrait figurer sur un de ces fichiers ? Je ne pense pas parce qu'il a été blanchi, puisque... Il y a encore une procédure qui est en cours. Oui, mais il y a une procédure, celle dont vous faites part, sous votre contrôle, vous pourrez vérifier, on pourra le dire. Mais je crois pouvoir vous dire que le juge a tranché. Est-ce que si vous êtes réélu, M. Macron, vous vous engagez à ne plus avoir dans votre gouvernement un ministre accusé de viol ou d'agression sexuelle ? Non, je ne prendrai jamais un tel engagement. Parce que je crois à la présomption d'innocence. Il n'y a aucun président qui s'est autant battu que moi sur le sujet d'égalité femmes-hommes et contre les féminicides.